Bienvenue dans cette séance où nous allons parler des figures chartistes. Nous allons commencer tout de suite par définir ce que c'est que les figures chartistes. Ensuite, nous allons voir les différentes catégories de figures chartistes qui existent. Et pour finir, nous allons parcourir les différentes figures. Je tiens à préciser quand même que cette séance n'est pas une séance qui se veut être une séance où nous allons citer de manière exhaustive toutes les figures chartistes qui existent. Nous allons surtout nous baser sur les figures qui sont les plus répandues, les figures qui apparaissent le plus souvent et qui offrent plus de chances de réussite. Il faut savoir qu'il existe des tas de figures chartistes et que aucune formation ne peut, à moins que ce soit une formation uniquement dédiée aux figures chartistes. Alors, c'est quoi les figures chartistes? Les figures chartistes sont un peu comme des comportements du marché. Tout comme les supports et résistances, les figures chartistes sont basées sur la mémoire du marché. On part sur l'hypothèse que l'histoire se répète pour repérer des comportements que le marché a l'habitude de déployer. On les détecte très tôt et on anticipe l'évolution de ce comportement-là. Donc, pour être plus clair, on retrouve sur le marché certaines choses, certaines figures, certaines configurations qu'on a l'habitude de voir. Et quand vous savez que vous avez l'habitude de voir le marché faire quelque chose, si vous voyez le début de la chose, ce que vous allez faire maintenant, c'est d'anticiper la suite. C'est comme si vous avez déjà vu un film plusieurs fois et vous savez comment ça se passe. Vous pourrez très facilement anticiper sa suite. Ou bien une personne que vous connaissez a une habitude, vous le voyez démarrer ce qu'il a l'habitude de faire, vous pouvez savoir ce qu'il va continuer à faire. Mais cela ne veut pas dire qu'il va forcément faire comme il a l'habitude de le faire. Il peut très bien changer de comportement en ce moment précis pour des raisons qui peuvent varier. Alors, les différentes figures que nous allons voir peuvent être classées en trois catégories. Donc, nous avons les figures qu'on dit être des figures de retournement qui vont nous aider à anticiper les renversements de tendance. Les figures de continuation, comme vous pouvez déjà le deviner, sont des figures qui vont nous rassurer que la tendance qui est déjà en cours va continuer. Mais ce n'est pas en ça que ces figures vont nous être utiles parce que malgré le fait que ce soit des figures de continuation, nous ne pouvons pas anticiper cette continuation, mais nous allons avoir de nouveaux points d'entrée dans cette tendance qui était déjà en cours grâce à ces figures qui constituent souvent des figures de pause dans une tendance. Et c'est ces moments de pause, ces moments de consolidation dans la tendance qui vont nous aider à avoir de nouveaux points pour rentrer dans notre tendance. Maintenant, nous allons commencer notre étude des différentes figures en commençant par les figures de retournement. Donc, la première figure de retournement que nous allons voir s'appelle le double top. Comment est-ce que le double top se forme? D'abord, le double top, c'est une figure de retournement baissier. Donc, c'est une figure qui va donc apparaître dans une tendance haussière. Un double top ressemble à un aimant. Donc, comme vous pouvez le voir à l'image, on a l'impression que le marché écrit un M. Le marché évolue dans une tendance haussière et à un moment donné, le marché fait un premier top, un second top, mais ce second top n'arrive plus à être plus haut que le précédent. Donc quand on dit que le marché est dans une tendance haussière, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le marché fait des plus hauts de plus en plus hauts. Et donc dans une succession comme ça, de plus haut, de plus en plus haut, à un moment donné, ça s'arrête. On fait un plus haut, on corrige et tentant maintenant de faire un nouveau plus haut, le marché est calé, le marché est bloqué au même niveau ou à un niveau approximatif. Donc cette figure nous montre un coup d'arrêt dans la tendance. Ça nous montre la volonté des investisseurs de ne pas céder, de ne pas acheter à un prix plus élevé. Ça nous montre leur volonté de faire inverser cette tendance. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas pu avoir un plus haut que le précédent que nous avons un double top. Non, avant que cette figure ne soit valide, avant que nous soyons en face d'un double top, il faut que notre ligne de cours soit cassée. Donc la ligne de cours, c'est ce que vous voyez à l'écran. C'est tout simplement le bas
de la première correction. Donc, c'est juste une ligne qu'on met en dessous de la première correction, la correction qui a donc précédé le second top qui n'a pas pu marquer un nouveau plus haut et qui donc nous alerte sur la possibilité d'avoir un double top. Donc, je vous donne la marche. Nous avons un marché qui est en tendance haussière, qui fait un top comme d'habitude, qui corrige, qui fait un second top qui normalement, pour que la tendance continue, doit être plus haut que le précédent. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Le marché fait un plus haut maintenant qui est à peu près au même niveau que le plus haut précédent. Mais cela constitue l'alerte. Il faut maintenant que nous suivons, que nous soyons patients pour suivre avant de dire que nous sommes en face d'un double top. Donc nous devons être patients, nous devons mettre ce marché en observation et attendre de voir ce qui se passe. Le marché peut à partir de là très bien rentrer dans un range ou dessiner d'autres figures. Et donc nous n'avons pas à anticiper et dire que nous avons un double top. Nous devons attendre et voir ce qui se passe. Et dès que le marché franchit la ligne de cours, à ce moment-là, nous pouvons dire que oui, voilà, on a un double top. Maintenant, très souvent, après que le marché franchisse la ligne de cours, nous allons avoir ce qu'on appelle un pullback. Un pullback consiste pour le marché à retester le niveau cassé avant de continuer son mouvement, son nouveau mouvement. Et donc, c'est le moment où la ligne de cours qui était un support va devenir une résistance, résister au marché et lui permettre de prendre appui pour continuer la tendance baissière qui vient de démarrer. Maintenant, il y a quelques précautions à prendre par rapport au double top. La première est que plus les sommets, les deux sommets sont proches, plus la figure a des chances de réussir. Vous voyez, plus on a des sommets qui se rapprochent, qui sont proches les uns des autres, plus on a des chances de réussir notre trade sur le double top. Plus le mouvement était fort au départ, c'est-à-dire le mouvement haussier qui s'arrête là, si le mouvement était fort, eh bien, la cassure aussi sera forte. Donc, nous avons une deuxième figure qu'on appelle le double bottom. Le double bottom, c'est à peu près la même chose que le double top, sauf que ici, ça apparaît dans une tendance baissière. Tout ce qu'on a dit par rapport au double top est valable pour le double bottom. Le double bottom, c'est le marché qui continue une tendance baissière jusqu'à ce que, une fois le second sommet, le second bottom, le second creux, qui devrait être plus bas que le précédent, s'arrête au même niveau. Et comme je l'ai dit par rapport au double top, cela ne veut pas encore dire que nous sommes dans le cadre d'une figure en double bottom. Nous serons dans le cadre d'une figure en double bottom quand la ligne de cours sera cassée après le double creux. Et très souvent, nous allons avoir aussi un pullback. Maintenant, pour définir l'objectif d'un double top ou d'un double bottom, il suffit juste de faire comme vous voyez à l'écran, de prendre l'amplitude de la première correction qui a amené à la ligne de cours et de le projeter au-delà de la ligne de cours. Et ce sera l'objectif théorique que nous devons chercher à valider. Les règles pour la viabilité que j'ai énoncées par rapport au double top sont valides ici. Plus les deux creux sont proches, plus on a des chances de réussir. Et plus le mouvement baissier qui a précédé le double bottom était fort, plus le mouvement qui sera enclenché après, c'est-à-dire le mouvement haussier, sera aussi fort. Troisième figure que nous allons voir, ça s'appelle le biseau. Donc, il existe deux types de biseau, le biseau ascendant. Nous allons commencer par le biseau ascendant, puis nous allons voir le biseau descendant. Donc, le biseau ascendant est confirmé s'il y a bien oscillation entre les deux droites ascendantes. Donc, on a deux droites ascendantes. On a deux droites de tendance, on peut dire. Et il y a l'une qui joue le rôle de résistance et l'autre qui joue le rôle de support. Et donc, toutes les règles qui s'appliquent aux droites de support, de résistance ou encore de droite de tendance, c'est-à-dire, par exemple, qu'il faut que ça soit touché au moins deux fois. Et donc, la ligne qui est en haut, tout comme la ligne qui est en bas, doivent être au minimum touchées deux fois. Donc, quelques précautions que nous devons prendre par rapport au biseau, c'est que
les biseaux ascendants très larges donnent de meilleures performances que les biseaux ascendants très étroits. Donc, si le biseau est tellement étroit, il faut savoir que bon, il y a moins de chances que bon, nous ayons de bonnes performances. Mais plus le biseau sera large, plus on a des chances d'avoir de bons mouvements. Et plus les droites de tendance du biseau ascendant sont pentues, c'est-à-dire ont une forte ascendance, plus le mouvement de baisse sera violent. Ici, vous pouvez voir que nous avons un biseau ascendant pris sur un marché réel. Là-bas, nous avions une illustration. Ici, nous avons un vrai biseau. Et nous avons un petit pullback avant d'avoir la chute. Voilà. Maintenant, pour définir notre objectif avec le biseau, il faut tout simplement prendre l'amplitude aussi du mouvement intérieur, c'est-à-dire de la base du biseau, et le projeter tout simplement dehors. Donc ça nous fera un objectif théorique. Donc ici, vous pouvez voir un biseau descendant qui n'est pas très pentu. Vous voyez, comme je vous le disais par rapport au biseau ascendant, c'est à peu près les mêmes choses ici. Hein. Et ce biseau nous donne l'exemple de ce que je dis parce que vous allez voir que ce biseau, c'est un peu à l'horizontale. Et comme je vous le disais, plus la pente est forte, et pour ce cas-ci, la pente doit être une pente baissière forte, plus la pente sera forte, plus le mouvement qui sera déclenché après la cassure sera forte. Et n'oubliez pas que chaque ligne doit être touchée au moins 2 fois. La ligne qui sera cassée, touchée 2 fois, c'est bien, mais c'est encore mieux si la ligne qui ne sera pas cassée, pour ce cas-ci, le support, si le support est touché 3 fois, c'est super. Il faut que la résistance soit, par contre, elle, touchée au moins 2 fois. C'est le minimum pour tracer une ligne valide en termes d'analyse chartiste. 2 fois, c'est le minimum. 3 fois, c'est mieux. On dit qu'une ligne est validée quand c'est touché 3 fois. Et donc, ce qu'on recherche, c'est que le support soit validé et que la résistance soit cassée. Et donc, le support, on va chercher 3 fois et la résistance 2 fois. Mais si on a 2 fois au moins pour les deux, en tout cas, l'idéal vraiment, hein, c'est que l'autre soit touché 3 fois parce que quand l'autre est touché 2 fois et que ça va casser par le haut, eh bien, c'est tout à fait naturel que l'autre soit touché 3 fois. Ensuite, nous avons l'épaule tête-épaule. Donc, l'épaule tête-épaule, c'est une figure de retournement baissier. Donc, nous avons un marché qui est dans une tendance haussière qui va marquer un premier haut, un deuxième row qui sera au moins 1,5 fois le premier, puis un troisième qui sera à peu près au même niveau que le premier. Donc le premier et le troisième sont à peu près au même niveau, et ce qui est au milieu, le deuxième, est plus haut que les deux là. Si on a ça, cela ne veut pas dire qu'on est déjà en face d'une épaule tête-épaule. Comme pour le double top et le double bottom, c'est la cassure du bas, c'est-à-dire du niveau de correction du premier sommet et de la tête, c'est sa cassure qui nous mettra maintenant en face d'un épaule tête-épaule. Ici, bon, les pentes ne sont pas trop mauvaises, du moment où c'est pas non plus trop. Hein. Et donc, comme vous le voyez aussi, il peut arriver qu'on ait un pullback et que le prix chute après le pullback. Maintenant, ici aussi, plus le mouvement qui précède l'épaule tête-épaule est un mouvement long et fort, plus le mouvement qui va suivre l'épaule tête-épaule sera aussi important.